Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du temps des archives. Après la crise sanitaire, économique et terroriste, nous voici ensemble à nouveau avec pour sujet une autre crise, celle du Golfe, autrement dit la guerre. C'était il y a 30 ans, début août 90. Les troupes de Saddam Hussein envahissaient le Koweït. 6 mois plus tard, une coalition internationale menée par les États-Unis déclenchait l'opération Tempête du désert et, à peine achevée, cette guerre n'en finissait pas de finir, comme a pu le dire un spécialiste de la stratégie. D'ailleurs, une seconde guerre du Golfe a eu lieu, puis il y a eu la bataille contre Daesh, l'État islamique, et aujourd'hui, l'Irak reste le lieu de toutes les confrontations, influences qui nous concernent aussi. Alors, avec revenir sur les archives de cette crise nous a semblé plus qu'utile pour tenter de comprendre ce Moyen-Orient toujours en mouvement. Avec les archives de l'INA et les équipes du MUSEM, nous allons revivre ces heures qui ont marqué l'histoire, comme on dit à la télé, parfois abusivement, mais là, tout à fait pertinemment. La guerre est la voie qui mène à la survie ou à l'anéantissement. Il est indispensable de l'étudier sérieusement. Eh bien, cette citation est tirée de l'anthologie mondiale que j'ai là de la stratégie. La voici. C'est signé Gérard Chaliand et Gérard Chaliand est avec nous, un homme de terrain qui connaît aussi parfaitement les grands livres de théorie militaire et c'est passionnant de pouvoir échanger avec vous, Monsieur Chaliand. Merci d'être là en notre compagnie. Et puis, nous sommes aussi avec une femme grand reporter que vous avez pu voir à Antenne 2, à France 2, que je connais. On a été compagnons dans une même rédaction. J'ai énormément de respect pour son travail. Et elle a arpenté comme ça pendant plus de 40 ans toutes ces scènes de guerre, Moyen-Orient et autres. C'est une femme qui, elle l'écrit elle-même, connaît cette ivresse des départs vers l'ailleurs. C'est une citation de son livre Une femme au front. Salut Martine Laroche-Joubert, très heureux que tu sois là en notre compagnie ou que vous soyez là en notre compagnie. On ne sait jamais, certains pourraient être troublés par ce tutoiement brutal. Alors, on va regarder une première vidéo ensemble qui date du 23 février, très tôt le matin, 91, et je vous demanderai un petit peu de me dire ce que ça évoque comme souvenir pour vous. Regardons. À Bagdad, une demi-heure à peine avant l'ultimatum, nous avons entendu de violentes explosions qui ont secoué les vitres de l'hôtel Rachid où nous sommes actuellement. Nous avons vu des éclairs et des lueurs à environ une dizaine de kilomètres, tandis que des balles traçantes traversaient le ciel de Bagdad. À 20h, heure locale de l'ultimatum, les Irakiens ont allumé leur poste de radio dans l'obscurité totale du hall de l'hôtel. Avec un mélange de fatalisme et de résignation, les Irakiens attendent sans oser prédire l'avenir. Donc, on vient d'entendre Martine Laroche-Joubert qui était présente sur le terrain à Bagdad. Et je voudrais lui demander depuis quand elle était là, quel souvenir lui évoque cette séquence. Est-ce qu'il était simple de travailler ou au contraire très compliqué comme on l'imagine? Alors, je suis arrivée à la mi-février à Bagdad et ce 23 février, en effet, je suis à l'hôtel Rachid où tous les journalistes sont regroupés. Nous n'avons aucune liberté de mouvement et bien sûr, nous n'avons pas l'autorisation d'aller sur le front du Koweït. Alors, l'hôtel Rachid est éclairé à la bougie. Il n'y a plus d'électricité à Bagdad car les centrales électriques ont été bombardées par la coalition. Et quand je téléphone sur le téléphone de CNN, qui est la seule télé à avoir obtenu l'autorisation de rester pendant toute la durée de la guerre avec son équipement. Et à côté de moi, il y a un officiel irakien qui parle le français et qui écoute ce que je dis, parce que la censure fonctionne à plein.
Et c'est exactement la même chose quand nous faisons par exemple un sujet image dans les rues de Bagdad. Nous sommes toujours accompagnés par un fonctionnaire du ministère de l'Information qui n'a d'ailleurs absolument pas à redouter que les Irakiens disent du mal de Saddam. Ça n'arrive jamais, car ils savent très bien que s'ils le font, eh bien, ils seront jetés en prison et forcément exécutés. Alors les rues à ce moment-là à cette époque-là, sont complètement désertes, il n'y a plus d'essence, et les ponts qui enjambent le fleuve, le Tigre, sont bombardés par la coalition. Et une fois de retour à l'hôtel, il nous faut monter les sujets, et nous le faisons avec des bancs de montage qui fonctionnent avec des générateurs à essence. Et 1 heure avant le journal, à Paris, il nous faut obtenir sur nos cassettes le fameux tampon de la censure irakienne parce que sinon CNN refusera de diffuser nos images. Alors nous faisons monter nos censeurs qui s'abritent dans les abris souterrains de l'hôtel parce que à l'époque, c'est l'heure où les bombardements commencent. Alors quand les censeurs arrivent dans notre chambre, la négociation est rapide parce qu'ils ne souhaitent qu'une chose, c'est revenir dans les abris. Alors quelquefois, ça tique un peu. Si je dis par exemple le dictateur Saddam Hussein, ils me disent non Martine, vous ne pouvez pas dire le dictateur. Et je leur dis mais non, c'est très bien le dictateur, ça fait peur à tout le monde. Donc c'est bon pour lui, il sera content. Bon, alors finalement, ils finissent par apposer le fameux tampon et nous pouvons diffuser nos sujets. Et quand Paris reçoit le sujet, il y a toujours image contrôlée par la censure irakienne. Et c'est vrai que c'est très difficile pour nous de nous informer à l'époque. Bagdad est complètement coupé du monde. Radio Bagdad ne diffuse que des bulletins de victoire imaginaires, célèbre sans cesse le génie militaire de Saddam. La désinformation et la manipulation tournent à plein. Et quand on téléphone à Paris, vous l'avez vu, ça ne dure que 1 à 2 minutes, pas plus. Alors j'essaie de capter la BBC, RFI, mais ce n'est pas toujours évident. Alors nous resterons encore quelques jours à Bagdad et puis au début du mois de mars, vers le 4 ou le 5, nous recevons l'ordre de quitter le pays. Pourquoi? C'est parce que Saddam va commencer une répression impitoyable contre les chiites dans leurs fiefs de Kerbala et de Najaf, au sud du pays, et puis au nord, dans le Kurdistan irakien. Et là, il ne veut pas de témoins, ni de près, ni de loin. Même CNN sera obligé de partir. Bien, alors donc on voit le contexte d'une guerre qui se livre au sol, puisque avant, 1 mois auparavant, il y avait eu les opérations aériennes, et qu'il y a donc une sorte de guerre des images. Monsieur Chalian, et vous, vous étiez où et quel souvenir vous avez de ce moment-là? Bon, moi je suis à Paris à l'époque, et je suis tout ça de près parce que la situation en Irak m'intéresse beaucoup. Je remarque premièrement que par rapport à la guerre du Vietnam, où en fin de compte on pouvait tout voir, on pouvait voir aussi bien les exactions américaines que ce que faisait le Viet Cong. Avec cette nouvelle guerre, une page est tournée. Véritablement, c'est CNN qui contrôle tout. Les Américains ne montrent que ce qu'ils veulent bien montrer. Nous ne savons que ce qu'ils veulent bien que nous sachions. On est totalement manipulé. Il n'y a aucune information réelle, sinon d'un côté comme de l'autre, chacun sa vision. Ça, c'est la grande nouveauté. La deuxième, c'est que du côté américain, on a commencé par dire, attention, nous voulons le moins de morts possible. On va essayer la guerre 0 mort, comment dirais-je, une définition un peu absurde, la guerre 0 mort. Mais dans la pratique, ce qu'on va constater, c'est qu'on va bombarder pendant une 40aine de jours, avec abondance, puis ensuite, pendant 5 jours, il va y avoir une avancée de tanks sous la direction du général Schwarzkopf, que George Bush, le papa, George Bush va arrêter avant qu'il ne parvienne à Bagdad. Il ne veut pas que Bagdad tombe, il ne veut pas que Saddam Hussein disparaisse parce que ça rendrait service à l'adversaire principal des États-Unis, l'Iran. Et alors, ce qu'on constate, c'est que du côté de cette coalition,
qui regroupe à peu près 35 pays, dont 4 pays arabes. C'est intéressant de signaler qu'il y a des pays arabes contre l'Irak, l'Arabie saoudite, qu'on a tout de suite aidé en envoyant 60 000 hommes dès le début de la guerre, la Syrie, qui en tant que bassiste déteste son autre concurrent, le rival irakien. Il y a également un autre pays qui compte aussi, l'Égypte, dont les États-Unis ont annulé la dette pour qu'ils puissent se joindre. Bref, on a cette coalition et elle va perdre environ 300 hommes, c'est-à-dire rien, 300 hommes, dont à peu près 83 morts américains, dont certains par ce qu'ils appellent « friendly fire », par feu amical, un joli euphémisme, comme vous dites. Et du côté des Irakiens, bien, pour la première fois dans la longue histoire des batailles, on ne va pas nous dire le nombre des adversaires qu'on a tués. Pourquoi? Parce que le nombre est si élevé, d'après les services, par exemple, britanniques, l'estimation, c'est 70 000. On a parlé davantage même. Mais enfin, même si ce n'est que 70 000, pour 300 d'un côté, l'opinion publique aurait été choquée de la disproportion. Voilà l'ambiance générale que je suis de près, tandis que je suis à Paris. Alors, on va juste revoir quelques images arrêtées de ces mentions auxquelles les téléspectateurs du monde entier, en tout cas en France, ont dû s'habituer. Images visées par l'armée irakienne ou par l'Irak ou par l'armée française ou par l'armée américaine. C'était en quelque sorte la nécessité d'y voir plus clair dans les sources d'images, et tant mieux, à un moment où on le sait, ça a été dit souvent, la première victime de la guerre, c'est la vérité, donc il fallait montrer ce qu'étaient les sources images. Et on a parlé aussi d'une guerre en direct, et donc l'un et l'autre, vous nous dites que ce direct était quand même de nature assez singulière, très altérée, et en particulier y compris sur les dégâts, puisque on parlera après d'une guerre comme un jeu vidéo, et on se souvient tous du coup de gueule qu'avait poussé un journaliste de France 2 à l'époque, et Antenne 2 peut-être à l'époque, qui était Marcel Triat, pour dénoncer ces conditions disparates, en tout cas déséquilibrées pour faire le métier. Alors, si vous voulez, donc on montre ces images-là, où on voit bien ça, cette exigence de savoir d'où elles viennent. Et maintenant, ce que nous allons voir, c'est comprendre le contexte du pourquoi de cette guerre, donc de l'invasion du Koweït dans la nuit du 2, 3, 4 août, les nuits du 2, 3, 4 août 90. Les armées de Saddam pénètrent le Koweït et on va voir ce sujet qui essaie tant bien que mal d'expliciter les raisons de cette invasion. C'est le sujet numéro 3. En regagnant Koweït City hier soir, la délégation de l'émir Jaber el-Sabah savait sans doute déjà que l'échec était définitif. Quelques heures après l'interruption des négociations avec l'Irak sous l'égide du roi Fahad d'Arabie, les troupes de Saddam Hussein pénétraient au Koweït. Instables depuis longtemps déjà, les relations irako-koweïtiennes s'enveniment de nouveau le 17 juillet dernier, Bagdad accusant certains de ses voisins de faire le jeu des Américains en réduisant le prix du pétrole brut. En fait, c'est un conflit vieux de 30 ans, né de l'indépendance du Koweït en 61 qui ressurgit. Depuis, l'Irak revendique en effet les champs pétrolifères de Roumaïla à la lisière des deux pays, estimant à 2,5 milliards de dollars le pétrole injustement pompé par le Koweït. Les pays arabes multiplient les médiations pour désamorcer la crise, cédant même à Saddam Hussein lors de la conférence de l'OPEP du 27 juillet dernier l'augmentation de 3 dollars par baril qu'il réclame. Mais cela ne suffit plus au leader irakien. Sorti exsangue et grandi à la fois de 8 années de guerre avec l'Iran, Saddam Hussein se pose désormais en défenseur du monde arabe, réclamant comme un tribut l'annulation de sa dette de 15 milliards de dollars au Koweït.
Au-delà de ces différends frontaliers et financiers, c'est une remise en cause de l'équilibre relatif de la région dont Saddam Hussein cherche maintenant à tirer profit. Cette menace directe sur les monarchies du Golfe pourrait bien apporter aux maîtres de Bagdad la mainmise dont ils rêvent sur le pétrole arabe et en même temps le pouvoir considérable d'en fixer le prix. Monsieur Chalian, comment vous expliquez avec le recul ce qui s'est passé dans la tête de Saddam? Qu'est-ce qui fait que, après avoir fait monter les enchères, à la sortie de 8 années de guerre, c'est certainement un des facteurs d'explication importants entre l'Irak et l'Iran, voilà que Saddam Hussein envahit le Koweït. Et pour le géostratège, géopolitique que vous êtes, quel facteur d'explication vous donnez? D'abord, il y a l'intervention de l'ambassadrice américaine qui, un mois plus tôt, lui dit que les États-Unis ne sont pas intéressés à intervenir dans une querelle entre deux pays arabes. Donc, à tort ou à raison, il a le sentiment qu'il a les bras libres. Deuxièmement, il est évidemment très fâché avec les Koweïtiens parce que ceux-ci réclament le remboursement immédiat de l'argent qu'ils lui ont prêté pendant qu'il faisait la guerre au nom de tous les Arabes contre l'Iran. Et lui dit, enfin je me suis battu pour vous et vous avez le culot de me redemander de payer immédiatement ce que je vous dois. De surcroît, moi je voudrais augmenter la production de pétrole, vous voulez la baisser pour que les prix augmentent. Je voudrais également des rectifications de frontières. Je vous rappelle d'ailleurs, dit-il, que le Koweït a été formé par la Grande-Bretagne en 1899 sur la route des Indes et que mon prédécesseur, le colonel Qassem, avait revendiqué déjà la souveraineté sur le Koweït, ce que je revendique également. En d'autres termes, pour moi, le Koweït n'existe pas. Donc, j'y rentre. Alors là, à ce moment-là, dans une ambiance où il n'y avait pas du tout le sentiment que la guerre était plaisante, vous savez que l'Union soviétique s'en va, on a l'impression qu'on va avoir une période de paix, et voilà, il va y avoir des montages selon lesquels des enfants sont asphyxiés dans des garderies d'enfants. C'est une manipulation. Voilà. Donc, voilà l'ambiance générale. D'accord. Je voudrais demander à Martine cet aspect-là d'une sorte d'évidence pour les Irakiens. Est-ce que c'était quelque chose qu'elle pouvait percevoir au coin de la rue, elle, à la lumière de son expérience de reporter? Écoutez, à Bagdad, les autorités irakiennes disaient que le Koweït, c'était la 19e province. Ouais. C'est-à-dire que le Koweït leur appartenait, que ça faisait partie de l'Irak. D'autant plus, je rappelle que l'Irak a un accès à la mer vraiment très petit, si vous voulez, et que grâce au Koweït, l'Irak aurait un accès supérieur à la mer. Et je pense qu'en effet, Saddam, il a peut-être cru l'ambassadrice américaine, qui lui disait que, au fond, les États-Unis allaient se laver les mains de cette histoire. Donc, il y avait certainement en Irak un sentiment d'injustice. Et je dois dire d'ailleurs qu'en Irak, la situation était complètement dingue, parce que, en effet, Saddam retenait tous les étrangers qui étaient à ce moment-là au Koweït et en Irak. Et je me souviens, à Bagdad, il y avait des Français, des Italiens, des Américains. Certains étaient envoyés sur des sites. Voilà, on ne pouvait pas les voir et il y avait énormément de Français. Donc c'était une situation complètement folle et Saddam finalement a fini par relâcher tous ses otages. Oui, alors on va y venir. Ce sont les fameux boucliers humains dont on entendra après parler souvent lors d'autres conflits. Mais pour aller vers cette évidence irakienne à l'égard du Koweït, je pense qu'on pourrait écouter précisément l'ambassadeur d'Irak aux États-Unis
qui fait une déclaration assez hallucinante alors que nous sommes au début de l'invasion, qu'elle est avérée, et voilà ce que dit cet ambassadeur irakien à Washington. Les événements qui se produisent actuellement au Koweït sont une question interne avec laquelle l'Irak n'a rien à voir. Le gouvernement irakien réaffirme avec fermeté que l'Irak n'entretient aucune ambition spécifique envers le Koweït et qu'il désire établir des relations de fraternité et de bon voisinage avec lui. Monsieur Chalian, est-ce que ce type de déclaration quand même assez, on dirait aujourd'hui, hallucinante, stupéfiante, une sorte de négation de la réalité avec en plus une forme d'ironie, comment vous l'expliquez ça de la part des Irakiens? Je veux dire que le dossier irakien, dans l'opinion publique, est très mal connu. Chacun raconte l'histoire à sa façon et essaye de noyer le poisson dans le cadre de ses propres intérêts. Lorsqu'il dit, par exemple, il n'y a aucun problème entre nous et le Koweït, bien, des gens suffisamment peu au courant pour penser que, ma foi, peut-être c'est exact. Il y en a d'autres qui pensent que Saddam Hussein est parfaitement justifié de dire « je me suis battu pour vous et je trouve qu'il est scandaleux qu'on me demande de rembourser l'argent ». En d'autres termes, on va être dans le brouillard. Il va y avoir le brouillard de la guerre très très fort et je dois dire que de part et d'autre, on a bien aidé à complètement brouiller les pistes. Du côté américain, c'était la vérité absolue, celle qu'il voulait vendre, et du côté de Saddam Hussein, il avait raison parce qu'il s'appelait Saddam. Donc, au-delà d'une guerre de vérité, on est dans une guerre de mensonges. Et on va voir un autre élément qui peut-être a laissé entendre à Saddam que, après tout ce qu'il était en train d'entreprendre était possible. C'est cette fois la première réaction de George Bush. Nous sommes toujours le 2 août 90, c'est-à-dire on vient d'apprendre qu'effectivement les armées de Saddam ont pénétré le Koweït. Première réaction de George Bush. C'est dans la salle de crise de la Maison-Blanche, entouré de ses principaux conseillers diplomatiques et militaires, que le président Bush, les traits tirés, a condamné avec force, je cite, l'agression caractérisée de l'Irak et appelé au retrait immédiat et inconditionnel des forces de Bagdad. Déclaration assortie d'une mesure concrète de nature financière. Les États-Unis bloquent les avoirs irakiens dans les banques américaines. Même chose pour ceux du Koweït, pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de l'autorité illégitime, je cite, installée par les Irakiens au Koweït. Troisième indication, le président américain s'est déclaré jusqu'ici satisfait de la réaction de l'Union soviétique. Enfin, précision de taille, George Bush n'envisage pas pour l'instant d'intervention militaire contre l'Irak. Et donc voilà, Jean-Marc Ilouz à l'époque dit il n'envisage pas d'opération militaire. Monsieur Chalian, vous pensez que ça s'inscrit dans le cadre de cette rencontre qui avait déjà eu lieu avec l'ambassadrice américaine et que finalement, du côté irakien, on s'est dit, bon ben voilà, c'est fait, peut-être qu'on va y arriver. En fait, on a le sentiment d'un piège, que pour les Américains, il est inadmissible que le Koweït disparaisse de la carte, il est inadmissible que M. Saddam Hussein devienne la première puissance pétrolière du Moyen-Orient, dépassant en cela l'Arabie Saoudite qui se sent très menacée. D'ailleurs, très rapidement, le même mois, les Américains vont envoyer 60 000 hommes en Arabie Saoudite pour garantir le fait qu'il n'y aura pas d'opération contre l'Arabie Saoudite, ce que peut-être Saddam Hussein entendait faire. Donc on a véritablement le sentiment, si vous voulez, pour les professionnels en tout cas, que le piège fonctionne et que dans cette affaire, les Américains savent ce qu'ils font, ils tiennent à cette coalition, ils font le blocus immédiat, ils garantissent la survie de l'Arabie Saoudite et ils vont donner
à Saddam Hussein 6 mois pour se retirer. Il a un délai. Absolument, on va y revenir là-dessus. Je voulais juste demander à Martine Laroche-Joubert, quand on est reporter, habitué au terrain, je me doute qu'elle surveillait ces événements de près, mais néanmoins, est-ce qu'elle s'attendait à ce qui allait se passer? Où était-elle, elle, en tant que reporter? Parce que le reporter, il doit être sur le terrain en août 1990. Alors là, je vais vous raconter un souvenir personnel. J'étais à Biarritz, j'étais en train de nager. Et à ce moment-là, je vois mon père qui s'avance vers moi. Mon père était diplomate et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fous ici? Saddam Hussein vient d'envahir le Koweït. » Alors, voilà. Donc, je suis sortie de l'eau, j'ai téléphoné à la rédaction et c'est comme ça que je suis arrivée donc à Paris. Donc, j'ai cherché tout de suite à avoir mon visa pour Bagdad. C'était un petit peu difficile. Il y avait des délais et donc je suis partie en Arabie Saoudite. Voilà. On va voir maintenant la réaction de Moscou parce que là maintenant, on sait que nous sommes à moins d'une année de la disparition de l'URSS et c'est certainement un facteur qui compte beaucoup dans l'articulation des différentes forces en présence, en tout cas des influences. On va voir cette réaction à Moscou d'un secrétaire, je crois, qui parle pour le ministre des Affaires étrangères soviétique. L'URSS est persuadée qu'une solution rapide se trouve dans le retrait immédiat des troupes irakiennes et le respect de la souveraineté koweïtienne. Pressé de questions sur un arrêt éventuel des livraisons d'armes soviétiques à l'Irak, le porte-parole se garda de toute réponse précise. La situation est inattendue, dit-il. Il faut prendre son temps et regarder comment les choses évoluent. Alors on sent une Union soviétique extrêmement mal à l'aise. On va attendre et autres. Monsieur Chaliand, comment vous analysez cette position? C'est déjà donc le signe que voilà, l'après-guerre froide a commencé. On n'est plus du tout dans un face-à-face entre superpuissances et l'URSS est un partenaire, entre guillemets, un adversaire, selon les points de vue, qui commence à baisser en intensité. Bon, il y avait en 1972 un traité d'amitié entre l'Irak et l'URSS. À cette époque-là, une aventure comme celle-là, pour les États-Unis, n'aurait pas été possible sans assumer le risque d'une escalade. Mais nous sommes en 1990, c'est-à-dire que dès 1989, comme vous le savez, en Pologne et dans l'ensemble des démocraties dites populaires, Hongrie, etc., ça s'en va en lambeaux. Le mur de Berlin tombe. Le communisme européen est à l'agonie. Et quant à l'URSS, on est dans l'expectative sur qu'est-ce qui va se passer. Coup d'État, pas coup d'État. En d'autres termes, l'URSS est véritablement en train de s'en aller en lambeaux. D'ailleurs, l'année suivante, elle dépérit complètement. On est toujours ce 2 août non, pardon, nous sommes le 6, donc 4 jours après la déclaration qu'on a eue de George Bush, où on disait non, il n'y a pas d'intervention militaire, on gèle les avoirs. Et là, rupture de ton, tout à coup, il y a une colère de George Bush. On va l'écouter, la rupture est vraiment très significative. Les Irakiens ont menti une nouvelle fois en annonçant un retrait dont nous n'avons aucune preuve. Tout ceci montre que ce sont des hors-la-loi internationaux et des renégats. Nous n'avons pas l'intention d'accepter un gouvernement fantoche au Koweït. Et cet avertissement s'adresse clairement et directement à l'Irak. Je ne discuterai pas avec vous de mes options, mais toutes demeurent ouvertes. Je peux vous en assurer.
J'aimerais voir les pays arabes se joindre au reste du monde pour condamner cette agression et faire partir Saddam Hussein. Mais je suis déçu d'entendre les commentaires de certains qui trouvent des excuses à Saddam Hussein ou qui semblent excuser ce qui s'est passé. Donc cette fois, on est dans l'affirmation de la force et on sent que les armes commencent à cliqueter. Monsieur Chaliand, comment on explique le fait que tout à coup, le président américain se montre beaucoup plus va-t-en-guerre? C'est parce qu'il a eu des assurances. Il voit que, effectivement, comme vous le disiez, les pays arabes maintenant seront de son côté en majorité. Oui, bah il a le soutien de l'Égypte, dont on a apuré la dette. Il a le soutien évidemment de l'Arabie Saoudite, dont la survie dépend entièrement des États-Unis. Il a le soutien de la Syrie. En d'autres termes, les pays arabes qui comptent le plus sont de son côté. C'est totalement inattendu. En somme, il se trouve justifié puisque les Arabes eux-mêmes sont d'accord pour condamner Saddam Hussein. Alors de surcroît, il va y avoir cette opération que j'ai tout à l'heure signalée. Il va y avoir la fille de l'ambassadeur du Koweït qui va participer d'un coup monté en disant que les soldats de Saddam Hussein s'acharnent sur les bébés et qu'ils ont liquidé dans une garderie tous les enfants, enfin, pour montrer le type de barbarie auquel ils se livrent. Et ça va faire basculer l'opinion publique. Comment est-ce possible qu'en plus d'envahir le pays, ils se livrent à ce genre de barbarie visible? Voilà. Monsieur Chaliand, comme vous êtes un magnifique présentateur, eh ben, vous nous invitez à regarder ce morceau d'anthologie de désinformation, de fabrication absolue. Et ça, c'est le sujet numéro 12, où on va voir cette prestation de comédienne à un niveau international, mondial. Et vous allez entendre le lancement du présentateur qui montre à quel point ça fait mouche. Alors, je voulais demander à Martine Laroche-Joubert, donc si on a bien compris, finalement, elle va arriver là-bas à Bagdad sous l'impulsion à la fois de sa conscience professionnelle et de son paternel. Et donc, quand elle est sur place, il va se produire une première opération militaire de bombardement. Vous allez pouvoir en rendre compte, mais est-ce que vous allez pouvoir rester sur place, Martine? Alors quand je suis arrivée, les bombardements ont commencé donc le 17 janvier 1991 oui. Et j'étais arrivée 2-3 jours avant pour couvrir la guerre. C'était clair. Et quand j'étais à Bagdad, à ce moment-là, j'ai reçu un coup de fil du directeur de l'information de l'époque qui m'a donné l'ordre de partir. Je pense qu'il avait dû recevoir des instructions en ce sens du Quai d'Orsay parce que c'était une situation tout à fait inédite. Il y avait la France faisait partie de la coalition et on ne savait pas ce qu'il adviendrait des journalistes français sur place. Donc j'ai essayé quand même de lutter, je lui ai donné mes arguments pour rester. À ce moment-là, j'ai eu des arguments genre, enfin tu as des enfants, c'est très égoïste de rester, etc. Bon, et puis d'accord.
j'ai pris l'avion, j'ai la mort dans l'âme. Je savais que je faisais une erreur parce que le devoir d'un journaliste, c'est d'être là où ça se passe. J'aurais dû mentir, lui dire qu'il n'y avait plus de place dans l'avion. Enfin, vous voyez, je comprenais sa position. Mais moi, je me suis reproché mon attitude pendant des années. Et puis quand je suis arrivée en plus à Amman, j'ai téléphoné à ma fille et elle m'a demandé « Mais tu es où, maman ?» Et je lui ai dit « Ben, je suis à Amman. » Et elle m'a dit « Mais comment ça se fait que tu sois à Amman? C'est à Bagdad que ça se passe. » Oh là 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 là. Donc j'ai dû ramer après pour avoir un nouveau visa pour l'Irak que j'ai réussi à obtenir. Mais je garde de cette histoire une blessure. Ça paraîtra peut-être un peu absurde ce que je dis, mais c'est comme une blessure d'honneur. Un reporter, il doit être en effet, comme je le disais, là où ça se passe. Et quand j'ai lu le livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, vous savez, ce journaliste qui a été blessé à Charlie Hebdo, gravement blessé, la mâchoire emportée, et il raconte que le jour où il se rendait donc à Charlie Hebdo, il fait sa gymnastique sur un tapis qu'il a acheté à Bagdad. Il y était au même moment que moi, juste avant la fin de la guerre, et comme moi, il est parti. Et donc, des années et des années après, il raconte son remords. Vous voyez, c'est notre, voilà, c'est notre attitude de reporter. C'est comme ça que l'on réagit et quand on fait des erreurs ou au fond, quand on obéit aux ordres, parce que c'est souvent plus facile, eh bien, on le regrette. Alors, on va encore remonter dans ce mois d'août 1990 et voir un sujet que vous aviez fait sur le terrain, qui est le déploiement de l'armée américaine en Arabie Saoudite. Là, nous sommes à Daran. Après, je posais une question à M. Chalian. Il s'agit du sujet numéro 10. Montrer leur force, c'est le principal objectif en ce moment des Américains en Arabie Saoudite. Nous venons d'arriver à Daran, leur principale base arrière, à quelques 350 km du Koweït. Et déjà, ce matin, nous avons pu observer l'ampleur du déploiement américain. Des centaines de soldats qui débarquent sans discontinuer des États-Unis par avion cargo, saisis dès l'arrivée par une chaleur étouffante. À partir de Daran, ils sont déployés en Arabie Saoudite dans des camps dont les autorités ne dévoilent pas l'emplacement, secret militaire, pas plus qu'on ne donne ici le chiffre des effectifs de l'armée américaine. Il semble en tout cas qu'il n'y ait pas de mouvement de troupes à l'intérieur même du pays. Une fois arrivés dans leur base, les soldats n'en bougent pas pour le moment. Quant aux Saoudiens, il est encore trop tôt pour analyser leur rapport réel avec les Américains. C'est sur le temps qu'ils vont se jouer. Monsieur Chalian, est-ce que le déploiement de force absolument incroyable, hyper massif de la part des Américains, est-ce que vous pensez qu'il y avait là un espoir de dissuader l'opération de Saddam et qu'en quelque sorte, ils reviennent sur ses pas, ou que, au contraire, c'était pour affirmer, ben voilà, on est là, on avance, on est puissant. Et deuxième question, est-ce que l'Arabie Saoudite n'a pas ressenti, en tout cas certains éléments de la population, et non des moindres, que la présence américaine n'avait rien à faire là et que c'était même un scandale? Alors je pense que les Américains, nous sommes 15 jours après l'investissement du Koweït, les Américains affirment leur présence dans la région avec 60 000 hommes, ce qui est considérable, pour bien marquer le fait qu'il y a une limite à ce que M. Saddam Hussein peut vouloir faire, c'est-à-dire passer du Koweït, le cas échéant, à l'Arabie Saoudite. Il y avait eu une crainte, effectivement, d'une déstabilisation possible. L'Arabie Saoudite était en tout cas un État riche, ce qu'il reste aujourd'hui, mais très vulnérable. Il l'est moins aujourd'hui. En tout cas, très vulnérable. Donc, les Américains marquent là leur puissance. En plus, il est possible que c'est pour montrer à Saddam Hussein qu'il a intérêt à négocier, c'est-à-dire à se replier, à céder. Et alors là, il y a une chose qu'on s'explique mal. Pourquoi est-ce que Saddam Hussein, pendant les mois où il pouvait se retirer, évidemment,
il ne voulait pas perdre la face, mais enfin, il pouvait ne pas perdre le pouvoir, ne pas perdre l'ensemble de la guerre. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas retiré? Je crois qu'il a eu le sentiment que s'il arrivait, en cas d'une guerre, à provoquer suffisamment de morts du côté américain, les Américains céderaient. Il y avait cette idée selon laquelle les Occidentaux n'acceptent plus les pertes humaines. Alors tout ça, ça a joué. Ça jouera d'ailleurs par la suite dans d'autres guerres où les Américains, par exemple, estiment que quand ils ont perdu 4500 hommes en Irak, ou bien 2000 hommes en Afghanistan en l'espace de presque 2 décennies, ça leur paraît beaucoup, alors qu'au Vietnam, ils en perdent 58 000. Il y a un changement qui s'est opéré dans la mentalité des Occidentaux, selon laquelle on ne veut plus perdre de combattants. Alors, vous parlez justement de pertes humaines, des combattants, et puis il y a aussi, bien sûr, les civils, la perte en vie humaine considérable, femmes, enfants, les hommes qui sont là-bas, qui vivent là, la population irakienne. Ça a été un des grands sujets polémiques de cette guerre. Et en lisant le livre de Martine Laroche-Joubert, j'ai vu que vous aviez été témoin, en tout cas entendu, la puissance de déflagration venue du ciel, et en particulier le 13 février, un abri dont on a beaucoup parlé, qui avait été transpercé par une arme, parce que ça a aussi été un lieu d'essai d'armes nouvelles, où de nombreuses familles ont été tuées. Il y avait eu 320 morts. C'est bien ça, Martine? Exactement, c'est ce que les Américains appelaient un dommage collatéral. Il semble qu'ils aient eu des informations comme quoi Saddam Hussein se cachait à l'intérieur de ce bunker. En réalité, bon, on l'a bien vu, il n'y était pas, et c'était des familles, des civils qui ont été tués comme ça, quoi. C'était vraiment terrible. Et c'était une énorme bavure. Et en même temps, il y avait aussi un côté incroyablement technologique dans cette guerre. On voyait arriver des missiles au-dessus du jardin de notre hôtel, et on les voyait quasiment tourner à droite, un peu à gauche. On les voyait, ils passaient très bas, et boum, ils tombaient de l'autre côté de la rue sur une cible. C'était une guerre, c'était la première guerre vraiment technologique à laquelle j'assistais, et naïvement j'imaginais que toutes les guerres seraient comme ça après. Et puis on l'a vu, pas du tout. Il y en a eu bien d'autres guerres, en Yougoslavie par exemple, où il n'y avait pas toute cette technicité. Mais c'était très impressionnant, mais il y a eu énormément de bavures. Il y avait eu ce qui a été tourné et montré là aussi sur toute la planète, c'est ces images absolument terribles d'armées irakiennes ayant fui avec des autobus et des voitures de particuliers volées au Koweït, entièrement carbonisées parce qu'une sorte de nouvelle bombe avait été mise au point qui tout à coup déclenchait une énorme chaleur au-dessus du lieu où elle était projetée. Monsieur Chalian, cette guerre, ça a aussi été effectivement le lieu de démonstration et même, et pardon pour cette phrase qui a quelque chose d'épouvantable, mais de laboratoire de nouvelles armes. Oui, oui, c'est un tournant également. C'est un tournant où, effectivement, on va s'apercevoir que on écrase l'adversaire et de façon à l'impressionner mortellement, lui retirer toute envie de résister dans la mesure où il est complètement dépassé. Par exemple, des soldats irakiens avaient creusé des tranchées. Bon, ben, ces tranchées ont été bombardées et les tanks sont passés dessus en broyant des gens qui étaient peut-être morts, peut-être pas encore morts, etc. C'est-à-dire que les 70 000 qu'on a recensés comme étant au moins ceux qu'on avait tués parmi les soldats,
c'est considérable par rapport aux 300 qu'on avait perdus du côté de la coalition. Quant à la population elle-même, je ne veux pas citer de chiffres. Je veux dire, c'est impossible de citer un chiffre sérieux. On a parlé de 500 000 personnes qui sont mortes à travers le blocus, l'embargo, les souffrances, etc. Je ne sais pas. En tout cas, il y a totale disproportion entre un côté et l'autre. Et ça va être répétitif de plus en plus. Le prix payé par l'adversaire de ceux qui sont les avancés, en quelque sorte, ceux qui disposent de la technologie, va être considérable. Alors, cette guerre à grand déploiement technologique, de puissance, le déluge de feu, eh bien, il y a quelques images qui vont rester comme étant des images, comme on dit, des icônes. Le mot vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, une sorte d'image attachée comme une sorte de label. Ça, c'est le premier bombardement, c'est le premier jour, 17 janvier 91. C'est le sujet numéro 13, c'est le démarrage de Tempête du désert. Le silence de la nuit déchiré par un énorme vrombissement, le premier AWACS américain vient de décoller de la base aérienne militaire de Riyad. Il est 22h50, heure française. L'opération Tempête du désert débute, la guerre contre l'Irak est déclenchée. D'autres AWACS s'envolent, faisant trembler la capitale saoudienne. Une escadrille de F-15 a également décollé. À 1h moins 20, les correspondants des chaînes américaines CNN et ABC à Bagdad font état de tirs de batteries antiaériennes et de violentes explosions. Le correspondant ouvre la fenêtre de la pièce où il se trouve. Écoutez. À Washington, le porte-parole de la Maison-Blanche, Marlene Fitzwater, annonce officiellement que les forces internationales ont attaqué l'Irak. Londres réagit peu après en déclarant que des unités de l'armée britannique font partie des opérations. En Arabie Saoudite, c'est le hurlement d'une sirène qui réveille les habitants de Riyad vers 1h15. Pas de panique, mais la peur se lit sur les visages. Dans la communauté koweïtienne installée en Arabie Saoudite, l'atmosphère est plus détendue. Bagdad, selon les journalistes de CNN, continue d'être bombardé toutes les 15 minutes. Alors ce visage de Bernard Shaw, on le verra beaucoup le soir. Il y a même un moment, juste cette petite anecdote qui fait que on ne le verra plus réellement sur les écrans, en tout cas de la seconde chaîne, parce que nous n'avons plus notre abonnement avec CNN, les accords. Et parfois, ce sont des journalistes qui sont dans la cabine où on double les sujets en voix, qui racontent ce qu'ils sont en train de voir avec une caméra qui a été mise là. Et donc, il y a des journalistes qui racontent l'image que l'on pourrait voir si on pouvait. Bref, c'est un désarroi d'information. C'est quelque chose qui, du point de vue de la véracité, en prend un coup. Et donc, je voulais demander à Martine si cette expérience de la guerre du Golfe entre le reporter et le travail qui a été fait à Paris, très critiqué avec, on l'a dit, le carteron d'officier en retraite, comme disait le général, est-ce qu'elle a senti ce décalage et surtout que nous étions en train d'altérer la confiance avec le public? Écoutez, je ne peux pas dire ça parce que les reporters, en tout cas sur le terrain, c'est vrai que CNN a été seul pendant le début de la guerre, pendant, je crois, une dizaine de jours. Et puis après, d'autres journalistes sont arrivés. Moi-même, je suis arrivée à Bagdad. Et franchement, les reporters sur le terrain, on disait toujours que nous étions souvent empêchés. On le disait à l'antenne, que nous étions empêchés d'aller à tel ou tel endroit. Mais on essayait de restituer la situation au mieux. Je sais qu'à Paris, il y avait beaucoup de généraux qui expliquaient plein de choses et tout ça. Bon, moi, je ne pouvais pas les écouter quand j'étais sur le terrain. Mais que ça soit en Arabie Saoudite, où vous le rappeliez, les journalistes se sont révoltés contre la mise à l'écart des journalistes par l'état-major américain. Les journalistes l'ont dit. À Bagdad, nous avons essayé tous de faire de notre mieux. C'était incomplet, forcément, ce que l'on montrait. Mais
nous disions que c'était incomplet, et je n'ai pas senti en tout cas qu'il y ait eu une défiance à ce moment-là vis-à-vis des reporters de terrain, vis-à-vis des grands spécialistes à Paris peut-être, mais vis-à-vis de nous, non. Et je voulais aussi rappeler, je me souviens de la réflexion d'un Irakien que j'avais interviewé à Bagdad, et il m'avait dit nous n'avons pas perdu cette guerre. Parce que pour vous, perdre la guerre face à 30 pays, c'est une défaite. Et ça, c'était une question, voyez, dont je me souviens bien aujourd'hui. Monsieur Chaliand, je reviens sur cette dimension de l'information. Pour quelqu'un qui connaît bien la chose militaire comme vous, la stratégie militaire, est-ce que l'information est désormais inéluctablement, et très certainement depuis le début, liée au conflit, et que donc elle est prise en charge et qu'il y a cette sorte de jeu de chat et de souris entre le journaliste et le militaire? Vous savez, la persuasion de masse, en quelque sorte, c'est vieux. Mais la guerre du Golfe, c'est un perfectionnement de la manipulation. C'est vraiment un tournant dans la perfection de la façon dont on manipule les gens. Et depuis, nous n'avons pas cessé d'être manipulés d'un côté ou de l'autre. Mais on accorde de plus en plus d'importance à l'aspect psychologique de la guerre. Petite parenthèse, le terrorisme, par exemple, dont nous faisons grand cas, n'est en définitive qu'une guerre psychologique. En nombre de victimes, c'est lamentable, c'est très peu de choses. Ça ne décide pas du sort de la guerre, mais tout le monde en parle, tout le monde est saisi, tout le monde a peur, tout le monde, etc. Donc le psychologique joue un rôle essentiel, et la guerre du Golfe, c'est vraiment un grand tournant dans le perfectionnement de cette, comment dirais-je, cette prise de contrôle des médias et des opinions. Voilà. On va maintenant se projeter dans un avenir qui est en fait pour nous un passé récent, avec un dernier sujet. En fait, on va y revenir, le lancement fait par Martine Laroche-Joubert d'un sujet qu'elle a tourné à Raqqa. Nous sommes en 2017 et on va tout de suite écouter ce que disait Martine à ce moment-là. C'est le sujet numéro 14. Cette bataille représente un enjeu particulièrement important. D'abord parce que Raqqa est la première capitale provinciale en Syrie qui a été conquise par le groupe État islamique, c'était en mars 2013. Ensuite parce que c'est à Raqqa que les djihadistes ont construit les premières bases de leur califat. Enfin, c'est à Raqqa où les combattants étrangers sont passés très nombreux, que sont lancés les ordres pour commettre des attentats en Europe. C'est pour toutes ces raisons que cette bataille est cruciale, comme vous allez le voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Laetitia Niro, Nicolas Oher et Olivier Sauvert. Alors, ce reportage, nous allons le voir et ça sera en quelque sorte le bonus de notre rencontre. Avant, je voudrais qu'on évoque l'actualité de l'Irak et en quelques mots, l'une et l'autre, comment est-ce que vous voyez ce pays qui, je le disais, est toujours en butte aux influences, aux tiraillements. L'instabilité est toujours là, elle est toujours lourde de menaces, non, Martine? Depuis la première guerre du Golfe, je suis beaucoup allée en Irak et énormément dans la région, et j'ai vu en effet ce pays sombrer dans le chaos, quoi. J'ai vu les ravages de l'embargo sur la population civile, j'ai vu les ravages causés par l'occupation américaine à partir de 2003, les ravages de la guerre civile, l'émergence de Daesh en Irak et puis en Syrie, l'instauration d'un califat. Quand je fais ce plateau en juin 2017, à ce moment-là, l'armée irakienne est en train de reprendre Mossoul, la
la capitale économique du califat. Donc j'ai vu ce désastre, ce chaos. Et puis maintenant, l'Irak comme la Syrie sont les terrains de jeu pour des puissances étrangères, pour les Iraniens, pour les Russes, pour les Turcs. Vous voyez, c'est encore le chaos. Et je ne sais pas ce qui peut se passer maintenant. Monsieur Chalian, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur l'actualité de ce pays? Moi, j'ai été en Irak 20 fois, entre 1999 et 1919. La situation s'est dégradée de façon constante, dans la mesure où c'est un État qui n'a pas de cohésion nationale, avec une population en majorité chiite, mais avec une minorité sunnite extrêmement importante, avec l'influence de l'Iran, qui a été très très importante, avec la tentative par les États-Unis de ne pas laisser l'Iran devenir trop important. Donc c'est un champ de bataille aujourd'hui de gens qui sont finalement extérieurs à l'Irak proprement dit. Et de ce côté-là, je ne vois pas d'amélioration possible dans la situation actuelle. Donc on va avoir là un champ clos avec des possibilités considérables de désordre, non seulement local, mais même à l'échelle du Moyen-Orient. Donc le constat est sombre pour l'une et l'autre. Hélas, effectivement, il s'impose. Je vous remercie énormément d'avoir participé à ce temps des archives, comme je remercie d'ailleurs les équipes techniques du MUSEM. C'est pas simple de faire ce que nous essayons de faire par temps de Covid. Merci beaucoup à eux. Vous voyez, on est un peu tous à différents endroits et nous coordonner avec les extraits vidéo n'est pas simple. Je remercie énormément aussi, bien sûr, Mireille, Maurice, Sophie et François pour la pertinence de leur choix de vidéos historiques pour les archives. Ça, c'est la contribution de l'INA. Voilà, on essaye de faire en sorte que l'histoire et l'image et surtout les savoirs de nos invités éclairent les crises. On a parcouru un certain nombre de champs comme ça, problématiques. Et donc, je finirai avant qu'on voit ce sujet incroyable, extrêmement courageux de Martine et toute son équipe par deux dernières citations. Monsieur Chalian a fait, entre autres livres, celui-ci, n'est-ce pas? Eh bien, je dirais que la fin de ce livre qui s'appelle « En route pour de nouvelles aventures », c'est notre devise. Et en ce qui concerne Martine Laroche-Joubert, qui elle a écrit « Une femme au front », eh bien, elle dit ceci, le reportage, grâce au reporter, plutôt le journalisme continuera, vivra son combat pour la vérité. Je peux vous dire que c'est sincère. Voilà, merci encore. Regardez ce dernier sujet et puis à très vite pour de nouveaux rendez-vous du temps des archives. Bonsoir et bonjour. Bonsoir. Dans les rues dévastées de Raqqa, capitale de l'État islamique en Syrie, ce blindé kurde zigzague. Au sol, des mines. Sur les toits, des snipers de Daesh. Ici, des bâtiments éventrés par les frappes de la coalition. Direction, la ligne de front la plus proche du centre de Raqqa. Il faut marcher vite. Attention, on ne sait pas où sont les snipers. Ce quartier, à l'ouest de la ville, vient d'être libéré par les combattants kurdes et arabes. Dans les rues, ces fortifications, élevées par les djihadistes pour se défendre. Certains ont abandonné leurs armes. Vous voyez, ce sont les armes de Daesh. Et il y a écrit dessus, fabriqué en Turquie. Un quartier déserté, aucun habitant. À l'approche du centre-ville, les combattants prennent ces passages, ouverts de maison en maison par les djihadistes.
C'est le pantalon d'un Daesh. Il a été blessé, il l'a laissé, il y a du sang. C'est ici qu'il dormait, c'est son matelas. Et vous voyez là, c'est la position des snipers. Il se tenait ici. Regardez par là, c'est le drapeau de Daesh. Le drapeau flotte à moins de 100 mètres au milieu d'une place. Ces combattants partent pour le reprendre en soutien des snipers. En face, pas de réaction. Au loin, une explosion. Sur une terrasse au-dessus, ce QG, crucial pour les frappes aériennes de la coalition internationale. Je vais te donner les coordonnées des positions de Daesh. Ok, je vais les communiquer. Message reçu. Daesh, ce n'est pas comme avant. Ils ne résistent pas beaucoup. Ils sont affaiblis. Il y en a qui fuient, d'autres qui se rendent. Nous avons un moral très fort. Retour à l'arrière des lignes, tendu. À cet endroit, ils nous envoient des mortiers. Si je roule lentement, on va se faire taper. À l'arrivée, notre voiture. Notre voiture, elle est cassée, je crois. Notre voiture, elle est cassée. Il y a plus de vitre. Elle a été bombardée par des explosifs largués par un drone du groupe État islamique. Raqqa, son bastion, sa place forte, pourrait tomber dans les 3 mois. C'est l'espoir des combattants au sol.